La valeur de la liberté qui n'est pas garantie en tout le monde. Est-ce qu'au niveau du son, c'est bon pour tout le monde? Non, non. Non? Ah. Alors, on va monter un petit peu. Pas trop. Là, c'est bon? C'est mieux? Oui. Il faut qu'il se taise. Oui, je pense. Alors, les rencontres littéraires, c'est bien évidemment l'occasion de faire la rencontre avec un livre, avec des livres et avec une œuvre, mais c'est aussi l'occasion de rencontrer une personne. Pour commencer, Valerio, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, de ton enfance, de ta jeunesse, de tes études et de la trajectoire professionnelle, de ta trajectoire professionnelle avant de commencer à écrire des romans? Bon, je suis né à Turin et je suis resté à Turin seulement 3 ans. Mes parents sont de Parme, donc je suis retourné à Parme, je suis grandi à Parme. J'ai commencé à écrire dans ma jeunesse. J'ai publié des racontes dans le feuilleton de la Gazette de Parme, le journal de la ville. Et après, j'ai fait des études de philosophie à Bologne. Et donc, j'ai pensé que les études de philosophie ne garantissent pas une occupation. Et donc, j'ai pensé que pendant mes études, je dois me trouver un métier. Et donc, un métier qui permettait moi de faire la chose que j'aime plus dans ma vie, qui est l'écriture. Et donc, j'ai commencé à collaborer avec des journaux, et dans 1987, je suis embauché à la Gazette de Parme. Je suis resté moins de 3 ans, et dans 1990, je suis allé à La République, le journal national, où j'ai travaillé 31 ans. Et pendant ma vie de journaliste, j'ai retrouvé l'envie d'écrire de littérature, et donc j'ai pris un fait divers de ma ville, en famille qui est disparu avec un camper, et un mystère s'est déroulé pour 9 ans, et j'ai pensé d'écrire un roman sur sa fait divers. Donc, un roman qui, pour moi, doit être un roman en noir, un polar, parce que c'est un mystère. Donc, j'ai inventé un commissaire de papier qui est plus ou moins un commissaire vrai que j'ai connu à Parme. Un commissaire très tranquille, très introverti, qui est très réflexif, intelligent, pas d'action. Et je pensais que peut-être le modèle de sonnerie, et donc il a commencé l'aventure littéraire de sonnerie, et je ne savais pas quand j'ai commencé si le personnage pouvait devenir une personnage récurrent, mais j'ai eu de fortune. Quelqu'un a lu mon livre, il a dit: si tu as des autres propostes pour moi, c'est un critique m'a dit: envoie-moi ton texte. Et j'ai envoyé, et j'ai publié deux romans dans une petite moyenne maison d'édition. Après, le troisième a été publié dans une maison d'édition de groupe Mondadori, donc un très grand groupe éditorial d'Italie. Et donc, voilà, je suis ici, j'écris, comme a dit Nadège, j'ai publié et traduit en France 9 romans,
en Italie, j'écris 17 romans policiers consonneries, et après, j'écris en 10 ans des romans qui sont, une part, c'est romans politiques et historiques, deux autres sont des romans biographiques, des autres des romans tout court. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les Français, ça veut dire qu'on va avoir d'autres aventures du commissaire Sonnery, parce qu'en Italie, il y a de l'avance. Il faut demander à Nadège. Oui, c'est Nadège, d'accord. Voilà. Oui, j'ai l'impression. Mais il faut savoir qu'on est de 10 ans en décalage avec Oui, les publications voilà. italiennes. Il y a 10 ans de décalage. Mais on ne le sent pas quand on lit les textes. Avant qu'on parle plus de ce commissaire de Franco Sonnery, moi j'aimerais te demander quelles sont les lectures quand tu étais pendant tes études, pendant ta jeunesse, dans ton parcours, qui t'ont le plus marqué et influencé et qui peuvent être considérées comme tes références, tes modèles, tes sources d'inspiration. Et donc, alors, j'ai commencé dans ma jeunesse à lire le roman de la jeunesse, donc Salgari, Jules Verne, Jack London, etc. Et après, j'ai commencé à lire le classique de la roman. Par exemple, je suis vraiment étonné, je rappelle quand j'ai lu Delitto e Castigo de Dostoïevski, qui est un roman noir, si on veut, non, c'est l'histoire d'un enquête. Crime et châtiment. Et il est bien sûr un roman noir dont le niveau est très très haut, mais il est un roman noir. Et après, les gens qui, après le classique, compris le réalisme français, Balzac, Maupassant, Stendhal qui a écrit Les Chartreuse de Parme, Flaubert. Et j'ai commencé à lire aussi le roman noir et j'ai fait de classification. Donc, pour l'Italie, le plus important pour moi c'est Leonardo Sciascia, parce qu'il a écrit Les Jours de la Chouette et il a décrit la mafia en Italie quand aussi les Italiens ne comprennent. Je suis un Italien du Nord, mais j'ai écouté parler de la mafia, mais j'ai pensé qu'ils sont des bandes qui tirent avec le fusil. Non. Mais Sciascia, il a raconté comme la mafia agit dans la société, et donc il a dit attention, la mafia dans la politique, infiltrée dans la politique, infiltrée dans l'économie, donc il n'est pas quelque chose seulement de combattants qui tirent. Et il a dit, la mafia, il monte en Italie, non? La ligne de palmier, comme elle a dit, lui, il monte à Rome, à Milan. Aujourd'hui, nous savons que les mafias, surtout la mafia plus puissante, que c'est l'Andrangheta calabrese, et c'est dans tout le monde. Il fait des contrats avec les trafiquants de drogue de la Colombie, etc. Et un autre Italien très important pour moi, c'est Giorgio Scerbanenko, parce qu'il a raconté une autre part d'Italie, la Milan de boom économique, donc de l'argent qui... Ah oui, qui vient d'être retraduit aux éditions Gallmeister. Et donc il est en autre côté d'Italie. Pour la France, c'est très important. C'est bien sûr Simenon. Simenon, il a parmi les plus grandes innovations de Lenoir, d'avoir introduit un commissaire normal, un personnage normal, non les détectives de Sherlock Holmes ou de Agatha Christie ils sont de tous les matières de la science, non, la chimique, la physique, l'anthropologie, ils connaissent tout. Et donc sont des commissaires déductifs. Et Simenon a introduit un policier de quai des Orfèvres de Paris, non normal, et qu'il est au contraire inductif. Il part de la réalité et il ne sait rien, il n'est pas un homme de science.
Et moi aussi, je veux que le commissaire Sonnery, il est un peu même de Maigret. Donc, dans la France, j'aime beaucoup Jean-Claude Issot. Pour moi, c'est le maximum, le top. Non, sur Marseille. Ah oui, 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 oui. Parce qu'il y a une écriture extraordinaire. Le roman, c'est l'écriture, c'est la forme. La forme est le contenu. On peut avoir des auteurs qui n'écrivent presque de rien, mais s'il écrit très bien, il est en œuvre d'art. Et au contraire, s'il y a une histoire extraordinaire, mais il n'a pas l'écriture, il ne valent rien. Peut-être un reportage du journal, mais pas. Et donc la France, après, Manchette, Mallet. Et aujourd'hui, par exemple, je suis très, très content de lire Carrère, non? La Semaine Blanche est un grand noir pour moi. Et les Américains, Chandler, Hammett, Laird Boyled, parce que Laird Boyled a pris le roman policier anglo-saxon et l'a porté dans les rues de Los Angeles, dans une perspective complètement différente, non? L'Amérique du chaos, qui a perdu sa virginité, on peut dire virginité, oui, qui n'a pas plus l'Amérique de le rêve américain, non? Et c'est ça, c'est un grand roman, et tous ces romans, ils sont romans qui parlent de la société, de notre vie, et pas seulement il tuait quelqu'un d'autre, et donc on fait un roman énigmistique, non? Un jeu entre l'auteur et le lecteur. Non, c'est l'enquête, c'est un prétexte pour entrer dans la réalité, pour découvrir le mal de vivre. C'est l'essence du roman noir, c'est ça. Pour parler de la société. Alors, il y a dans la salle des personnes qui ont déjà lu ton travail, mais pour celles et ceux qui n'auraient pas encore lu tes livres, est-ce que tu peux nous dire quels sont les principaux traits de caractère de Franco Sonnery, les aspects marquants de sa personnalité? Alors, j'ai dit qu'il est introverti, qu'il ne parle pas beaucoup avec le journaliste, par exemple. Et j'ai expérimenté parce que, d'un journaliste, j'allais dans son bureau et je dis alors, comment sa action de corruption, comment. Il dit rien, non, je ne peux dire rien. Et donc, c'est frustrant pour un journaliste, non, mais il est un personnage qui. À part Parme n'est pas une ville violente, non? Il y a 3 homicides par an. Mais il y a une criminalité qui est, comment dire, entre le niveau de la politique et le niveau de l'économie, c'est-à-dire la corruption, beaucoup. Après, il y a un autre problème à Parme qui est l'infiltration de la mafia. Parce que la mafia qui gagne beaucoup d'argent dans le sud, et surtout pas seulement dans le sud, par le trafic de la drogue, et il veut blanchir l'argent au nord où l'économie c'est vitale. Donc il achète des hôtels, des activités commerciales, de tout, il achète de tout. Et donc il s'est introduit en façon souterraine, silencieuse, dans la vie de la ville. Et Sonnery se trouve au front de ce problème. Il est très frustré parce qu'il ne peut pas qu'on fait. Et je dis, je suis un commissaire de province, je n'ai pas la force pour combattre de multinationales de le crime, non? Et c'est le titre, c'est, comment dire,
emblématique. Vous savez que la lézard, quand il est menacé d'un prédateur, il coupe la queue et le prédateur prend la queue, mais il ne prend pas l'animal. Donc, à la même manière, métaphoriquement, Sonnery prend la queue, c'est-à-dire le petit trafiquant, mais il n'arrive pas à toucher le système, justement. Il est un homme qui a, comment dire, il est très réflexif, il n'a pas d'action, comme je dis. Je rappelle qu'un jour, dans son bureau, moi journaliste et lui commissaire, il a entré un agent de police, il a dit docteur, non, demain nous devons aller à le polygone pour tirer. Elle a dit et il n'est pas utile d'espérer la police, la police, car la gendarmerie, tous les mois, il va tirer à le polygone. Mais lui, il ne veut pas aller à le polygone, parce que il n'est pas nécessaire pour moi de tirer à quelqu'un, non. J'avais noté cette phrase quand il dit « Je suis un contemplatif qu'on oblige à agir ». Oui, d'accord, c'est vrai. Et il a une femme qui s'appelle Angela, il est une femme très forte parce qu'il travaille il est avocat, travaille dans un monde masculin, mais masculiste parfois, et donc il a les anticorps pour réagir, non? Et elle est très forte, et parfois il est entre Angela et Sonnery, il y a un peu de bagarre verbale, non? Mais ils sont l'un le miroir de l'autre, c'est-à-dire qu'ils regardent le monde avec la même mentalité. Et donc c'est important pour Sonnery que tous les jours il fait front à la malavie, à des assassins, voleurs, corrupts, etc. Et quand retour à la maison, finalement, il y a quelqu'un qui dit « je pense comme toi ». Non, c'est très important. Et donc, et après, il y a une équipe avec Yuvara qui est très bravo pour utiliser l'ordinateur. Et donc, il fait des enquêtes avec l'ordinateur. Et parfois, il est déterminant parce que aujourd'hui, tout le monde numérique, c'est très important. Et Nanetti, il a le même âge de Sonnery, qui est l'un de la police scientifique, non? Il travaille dans les laboratoires. Et il dit, entre Sonnery et Nanetti, il y a la bagarre parce que Nanetti dit j'ai la chance, il approuve avec le microscope, le laboratoire, tout a la tête dans les nuages, tout est un philosophe, et donc il y a le dernier component de l'équipe est Musumeci, qui est un jeune qui aime les boîtes de nuit, les restaurants, il connaît la vie plus populaire de la ville, non? Mais c'est très important parce que aussi la vie de loisirs, de divertissement, c'est important pour comprendre une ville. Donc Sonnery, c'est ça. Et il est, comme dire, un personnage inductif. Il est au fond d'un délit, d'un homicide, il veut savoir tout de la victime, il veut savoir le cadre où s'est déroulé l'homicide, et il veut connaître le rapport de la victime, etc. Et il travaille comme la science expérimentale. Il pose une hypothèse, il fait une hypothèse, et après il va voir si l'hypothèse reste en pied ou s'il tombe. S'il tombe, il passe à une autre hypothèse. Donc il n'a pas de sécurité. Il est
comment dire, il a dans sa tête le doute cartésien, non? Et il veut prouver toutes les choses. Ouais. Moi, j'aimerais qu'on reparle un petit peu peut-être du personnage d'Angela. Un de mes préférés parmi les romans, c'est La pension de la vie à Safi. Et dans ce roman, je te cite, lui, c'est une forme d'enquête sur lui-même. Donc on va bien sûr laisser au lecteur découvrir quel est ce drame qu'a vécu le commissaire Soneri plus tôt dans sa vie, mais en rapport avec ce drame, sa relation avec Angela s'explique, et comme aussi le moyen de garder une forme d'équilibre et d'ancrage à des moments où il pourrait sombrer dans la nostalgie, la mélancolie. La pension de la vie à Safi, c'est un roman intime parce que il est un roman où l'enquête, fatalement, non, il va croiser sa vie. Et donc, il a une enquête sur un homicide, bien sûr, mais aussi une enquête sur sa vie du passé. Et il est douloureux parce qu'il doit rappeler sa vie politique dans sa jeunesse. Et il pense qu'il veut changer le monde dans sa jeunesse, mais le monde est changé d'un autre côté. Il est allé dans une direction complètement différente de son rêve. Et après, il est douloureux parce qu'il va récupérer sa vie intime, c'est-à-dire sa épouse qu'il est mort, et il est mort pendant un accouchement. Et donc, il a, comment dire, une fracture dans sa vie, en envie pris avant de l'enquête et la vie d'aujourd'hui. Et donc, il est, comment dire, fracturé, non? Et sa fracture, comme toutes les fractures, c'est douloureux. Il retourne dans son passé, il retourne dans une angoisse, comment dire, angoisse, excusez-moi, une angoisse qui avait oublié, mais qui retourne comme un vieux rêve, un vieux souvenir. Et donc, c'est ça. Le roman plus intime de Soneri. Il raconte beaucoup de sa vie. Donc Soneri, on comprend qu'il a quitté Parme pendant une période pour aller travailler à Milan, et quand il est revenu, il n'a pas reconnu sa ville. Sa ville a beaucoup changé. La ville de Parme, c'est presque un personnage aussi qui traverse ces 9, bientôt 10 romans. On l'appelle le Petit Paris. Est-ce que tu pourrais nous dire, parce que j'imagine que c'est aussi une évolution que toi tu as pu constater, comment cette ville de Parme, elle a évolué entre la jeunesse de Soneri et après son retour de Milan? Qu'est-ce qui a changé entre la Parme des années 70 et celle des années 90, 2000 Vous avez vu la série à la télé? Parce que c'est vrai que je ne parle pas de la vie de déplacement de Soneri à Milan un peu seulement, mais la série à la télé, il parle beaucoup, le premier épisode de la série, il parle de le retour de Soneri dans Milan. Dans mes livres, il n'y a pas. C'est juste évoqué. Moi, j'ai pas vu la série, et moi, j'avais quand même noté. Ah, alors, ouais, donc, alors c'est télépathie. Ouais. Mais comme la question c'est le changement entre oui. Alors il retrouve en Parme, j'ai dit avant de la fracture, non? La fracture est aussi dans une ville ancienne ou en ville contemporaine. La ville ancienne, c'est une ville qui a eu une importance
particulière. Non, il a été par exemple dans 1922 l'unique chef de province qui a interdit à les fascistes d'entrer dans la ville 2 mois avant la marche sur Rome de Mussolini. Elle était une ville très solidaire où le welfare state, l'État-providence a été très développé. Il a vidé les cliniques psychiatriques, il a appliqué la première ville qui a appliqué en loi qui a été créée en Italie par une psychiatre très importante qui s'appelle Basaglia. Et il a vidé tous les instituts pour l'enfance et de jeunes, des enfants qui n'ont pas les parents. Les orphelinats. Et il a mis à le travail toutes les personnes avec des handicaps. Donc, une ville solidaire, une ville médaille d'or de la résistance. Donc, mais après, il est devenu une ville normale, une ville comme tout le monde, où les valeurs, l'unique valeur devient l'argent, où à la société de nous, c'est substituer la société de moi, où le marché, c'est l'unique élément qui régule la vie de nous. Et donc, en vie normale, par la raison qu'il a été en ville, comment dire, des autres niveaux sociaux, il est tombé dans une altezza, comme dire altezza, dans une altitude plus grande, et donc c'est plus fort le contraste entre hier et aujourd'hui. Et d'ailleurs, en ville qui a eu, par exemple, comme je raconte dans ce livre, une mère qui a été arrêtée pour corruption. Et c'est un choc pour la ville, parce que c'est une nouveauté absolue. Il a eu dans 2003 le plus grand scandale financier, la craque Parmalat, non, il est tombé, fallu pour 14 milliards d'euros. Et donc, en ville qui a changé beaucoup, et le problème est qu'il n'a pas il ne s'interroge pas. Il a accepté tous les faits qui sont venus passivement. Il a la plus grande banque italienne de Parme, la Caisse d'Épargne, qui avait le 52% d'argent d'une ville riche. Il a été vendu à Crédit Agricole et personne n'a dit rien. Donc il a accepté absolument tous les changements. Et donc en ville qui n'est pas plus en ville réactive. Non, et il y a un écrivain fameux qui a décrit le parmesan comme, je dis en italien, popolo inquieto incline al tumulto, c'est-à-dire un peuple qui est un peu nerveux et qui il a envie de faire la bagarre, la révolution, non? Et aujourd'hui, il n'a pas plus. Ils sont l'encéphalogramme, on peut dire l'encéphalogramme, c'est là. Une résignation, une forme de résignation aussi. D'accord. Ouais. Donc tu as effectivement parlé des méthodes de sonnerie qui divergent beaucoup de celles de son jeune inspecteur. On peut dire qu'il est effectivement un flic à l'ancienne, qui compte sur son réseau, sur son instinct, sur sa connaissance du terrain. Moi j'avais noté cette phrase, convaincu encore que la plus grande qualité d'un enquêteur était sa capacité à contourner les procédures. Il fallait coller à la réalité, s'y adapter, la respirer. Une enquête était un cheminement visant seulement en apparence à rétablir un ordre. En réalité, c'était le contraire. Chercher, signifier,
créer du désordre. Donc, en France, on dit pour la police les forces de l'ordre, mais en fait, Sonnery, lui, c'est en fouillant et en mettant à jour cette corruption, cet affairisme qu'il va créer dans la ville des remous et des déplacements qu'il observe. Ah oui, c'est... Sonnery, au fond de son enquête, il résoudre le cas, non? Et il trouve l'assassin, il trouve qui a tué, etc. Mais les questions au fin de l'enquête sont plus nombreuses que quand il commence l'enquête. Parce que chercher, ça veut dire entrer dans un monde qui est très complexe, très diversifié. Le monde d'aujourd'hui n'est pas un monde, qu'on dirait, monolithique. Ah oui, c'est un monde absolument, comment dire, frastaillé, non? Frastaillé, on peut dire, non? Frastagliato, non? Éclaté, oui. Et donc indominable. On ne peut pas... Alors, on peut dire, oui, a tué X a été Y, d'accord. Mais toutes les raisons qui sont autour de l'assassin, toute la problématique qui a porté l'assassin à tuer quelqu'un, il reste, comment dire, pas résolu. Et donc c'est pour ça que je suis très intéressé à tout ce qui est autour de l'homicide. Il y a un écrivain que j'admire beaucoup, qui s'appelle Carlo Emilio Gadda, qui a écrit un roman qui s'appelle, je ne sais, la rue Bastise et la rue des Merles. Ah oui, de rue des Merles. Quel pasticciaccio brutto de via Merulana, c'est un romanesque, un argot romanesque. Et il dit, c'est vrai, l'assassin, il y a le libre arbitre, non? Il décide de tuer quelqu'un d'autre. Mais autour à l'homicide, il y a une dépression cyclonique qui est composée de nombreuses forces, qui fait que les assassins, il a envie encore plus de tuer quelqu'un d'autre. Et donc il y a des sociétés qui sont plus criminogènes, des autres. Par exemple, je me suis interrogé, parce que dans les États-Unis, tous les semaines, il y a un massacre. Il y a quelqu'un qui va tuer des autres. Et parce que dans les États-Unis, et pas dans la France, dans l'Espagne, dans l'Allemagne ou l'Italie, parce que je pense qu'il y a une société individualiste et darwinienne, où c'est un à succès, il est un homme respecté, il est un homme qui vale, etc. Simenon disait que quand il a été dans les États-Unis pour une période, il a dit, je ne supporte pas qu'ici, les personnes sont considérées pour l'argent, non? Quel est un homme de 10 millions de dollars, que l'autre 30 millions de dollars, non, la classifie, c'est pour l'argent. Alors, donc, si on n'est pas, il n'a pas de succès, il est imaginé, il est une personne qui vale moins. Et donc, il a le sentiment de la revanche, non? Parce qu'il peut dire, ma coupe, c'est ma faute, excusez-moi. Si je n'ai pas réussi d'avoir de succès, mais peut-être qu'ils sont des autres qui m'a interdit d'avoir de succès. Et donc, dans les têtes plus faibles, le sentiment de la revanche devient plus fort, non? Alors peut-être qu'il va tuer quelqu'un.
Et surtout parce que dans l'Amérique, dans les États-Unis rural, il y a, ils sont un peu calvinistes, non? Et donc, si tu n'as pas de succès, c'est-à-dire que Dieu ne te veut pas bien, que tu es au dehors de la civitas Dei, donc tu es absolument émarginé. Vous avez vu le film Un jour d'ordinaire folie avec Michael Douglas, qu'il y a c'est emblématique de la société américaine, parce que c'est un homme qui a perdu le travail, qui est séparé de sa épouse, qui ne permet pas de regarder sa fille, qui va dans la rue et il y a toujours des bouchons et il ne sait jamais parce qu'il y a des bouchons, qui a des bandes de gens qui veulent taper, s'il retarde une minute, il y a les bouchons, donc il est là, mais s'il retarde une minute dans les McDonald's, il ne mange pas. Et il achète panino, comme dirait, un sandwich, et il le confond avec la publicité, et il voit que la publicité c'est un sandwich merveilleux. Et il a un sandwich, parce qu'il devient violent, il prend c'est comme dire, je veux me défendre dans la société. Donc, c'est un film qui, pour moi, c'est emblématique de ce monde. Donc, il y a des sociétés plus criminelles des autres. Ce que tu appelles le contexte, tu parles beaucoup du contexte dans le dernier roman. Oui. Et après, les Kalachnikov, on peut acheter dans une normale exercice commercial, donc c'est plus facile. Donc, Sonnery, dans ce rapport à l'argent et au puissant, il a une forme de frustration parce que on lui demande, sa hiérarchie lui demande de lutter contre la petite délinquance de rue liée au trafic de drogue ou à l'immigration, alors que lui aimerait pouvoir s'attaquer à la criminalité en col blanc, celle des industriels, des avocats, des politiques. Et il y a derrière cette incapacité à déconstruire le système, parfois chez lui, un sentiment de vide, dans les mains vides, ou de voir parfois un sentiment d'inutilité et de s'interroger sur le travail de la police. Ah oui, bien sûr. Il est comme ça parce que, comme dit, il prend la queue et non pas la tête, non. Et donc, ils sont comment dire, il sait où est la tête du système, non. Tout le monde connaît la tête du système, mais il ne peut pas comme interdire parce que il y a des lois. Le criminel, il va par des lignes directes, non? Et le commissaire, il doit faire tout, il doit respecter la loi, et donc c'est plus difficile. Mais aujourd'hui, il commande l'argent, qui a l'argent, et il est bien, comme dirait, bien tutelé, non? Il y a des avocats, il y a tout le monde. Et des lois qui protègent. Je vais faire un exemple. Le monde bancaire, si on analyse bien, il est un système de voleurs. Parce que il a, vous savez qu'il y a un taxe d'intérêt médium, non, sur lequel on se base l'argent qui vient donner à les entreprises. Il s'appelle Euribor. Alors, l'Euribor, ils ont découvert, il a été majoré, on peut dire, d'un peu pour prêter, donner d'argent à crédit avec une taxation plus haute.
Et ils l'ont découvert après, non? Mais et tous les années pendant lesquelles on gagnait de l'argent dans cette manière qui n'est pas légitime. Ils ont restitué l'argent à l'entreprise, à les citoyens. Non, non. Et alors, techniquement, qu'est-ce que c'est? Un voleur, non? Oui. Oui, tout à fait. Donc, dans plusieurs romans, on se rend compte aussi que certaines affaires ont un lien très fort avec le passé, et en particulier avec la période fasciste de l'Italie et son héritage. Dans des romans, là je te cite, tu dis l'italien moyen est fasciste, l'Italie est un pays de girouettes et de lâches, tout marche comme ça en Italie par apparence, l'image est parfaite, la forme est garantie, mais la substance est pourrie. Donc toi tu as commencé à publier ces romans quand c'était la période en Italie, quand c'était la période Berlusconi. Aujourd'hui l'Italie est gouvernée par Giorgia Meloni. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet héritage du fascisme en Italie, la place de l'extrême droite aujourd'hui, et ce passé qui ressurgit, qui ne passe pas et dont on ne retient pas toujours les leçons? Le passé est retourné, non? L'héritage du fascisme, c'est l'actualité, parce que Giorgia Meloni, il est le chef d'un parti où dedans le parti de la Meloni, il y a une part très consistante de fascistes. Le président du Sénat italien, La Russa, il est qui dans sa maison, il y a la sculpture de Mussolini. Il est un homme qui un journaliste a demandé, mais vous fêtez le 25 avril, c'est l'anniversaire de la libération. Il a dit, ah non, mais je vais à Praga à fêter Jean Palach, 1960, parce qu'il veut dire, oui, le fascisme a été fait de choses un peu méchantes, mais les communistes à Praga, Jean Palach qui s'est brûlé, il veut faire de paragons absurdes d'un point de vue historique, non? Et donc nous avons des personnages comme ça. Et le fascisme, il est retourné, l'histoire se répète pas dans la même façon, avec un peu de changement, mais la substance est la même. Donc, quand j'ai écrit Le fleuve de brume dans 2003, je n'imaginais pas qu'en Italie a retourné le fasciste, non? Mais je parle d'un vieux partisan qui a échappé dans l'Amérique latine, qui retourne pour tuer un vieux fasciste qui a brûlé sa maison et violé sa sœur, etc. Et donc, je raconte d'un passé qui retourne sur l'actualité. Et c'est normal parce que l'Italie n'a pas fait le compte avec le fascisme. L'Allemagne a fait le compte avec Nuremberg, la France a fait le procès à Vichy, à Pétain, etc. L'Italie, non. L'Italie, il est passé d'un jour à l'autre dans le fascisme à la République. Il n'a changé rien dans la police, dans la gendarmerie, dans la magistrature, dans l'appareil de l'État, dans les services secrets. Et les services secrets, nous savons que pendant la stratégie de l'attention, 1969 et 1980, la bombe à la gare de Bologne, et les services secrets ont dépisté, on peut dire dépisté, oui,
toutes les enquêtes. À Milan, par exemple, 1969, 12 décembre, un attentat de fascistes. Il a donné la coupe à la foot à des anarchistes. Et donc, pour 3 ans, il a fait l'enquête sur les anarchistes qui n'avaient fait rien. Et un anarchiste, il est tombé dans le 4e étage de la commissariat de Milan parce qu'il fait les interrogatoires fenêtres. Non? Il mit le personne assiégée sur le bord de la fenêtre avec le bras, il fait plonger dans le... Il est torture. Techniquement torture. Et une fois qu'il a fait l'interrogatoire finestre pour les anarchistes Pinelli, il est glissé et il est mort. Donc, comme dit, le passé n'est pas passé, il est dramatiquement actuel. Et donc, c'est ça. Pour faire la transition, moi j'avais noté que le fascisme n'avait pas été digéré. Pour revenir à un sujet plus léger, mais pas plus léger pour l'estomac, le commissaire Soneri, c'est un gastronome. Un amateur de bonne chair, de bon vin. Et alors, sa passion pour la nourriture, elle est omniprésente dans les romans. Alors moi je me suis amusé, alors tout le monde va dire on s'amuse comme on peut, à lister roman après roman tout ce qu'on retrouve sur la table du commissaire Soneri. Et vous voyez, ça fait tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette passion, voire de cette obsession qu'il a pour la bonne bouffe? Et c'est aussi... Autant les parmesans, parfois, ils doivent en vouloir d'écrire leur ville, mais là, c'est plutôt la publicité pour la gastronomie de la région d'Émilie-Romagne. Oui, alors, c'est la consolation, non? Alors, Parme, c'est la capitale italienne de l'agroalimentaire, parce qu'il y a une concentration de préparation, d'élaboration. Il a transformé les produits de la terre dans des produits industriels. Donc il y a la pâte, Barilla, il y a eu le Parmalat qui aujourd'hui c'est d'un groupe français, Lactalis. Il a tous les tomates, non? Comment dire, source. Le concentré de tomates, le concentré, oui, des tomates. L'industrie agroalimentaire dans la région est très... Oui, il y a toute la filière de jambon. Il y a plus de 200 entreprises qui font le jambon. Il y a toute la filière de fromage parmesan. Il y a beaucoup de coopératives et d'entreprises qui font le fromage. Donc c'est difficile pour moi de créer un personnage anorexique. Donc la charcuterie par exemple c'est très riche, d'accord. Mais pour moi la nourriture n'est pas seulement une consolation de savoir, de plaisir, mais un élément de la culture. Et parce qu'en Italie, et particulièrement dans l'université de Bologna, Piero Camporesi a fondé une école d'historiciens qui raconte l'histoire à partir de la nourriture. Donc la nourriture c'est le miroir de la mentalité de l'époque. Et nous sommes en France et j'ai dit qu'il y a un livre très fameux de Piero Camporesi qui fait le confront avec la gastronomie française de 1060, de l'époque baroque, et
la nourriture de l'époque de l'illuminisme, de lumière. Et donc, il dit, la nourriture de l'époque baroque, c'est très lourde, non? C'est la viande, des condiments, des grâces. La cuisine de 1700, de l'époque de la lumière, il est très plus raffiné. Il y a des odeurs, des savoirs, des herbes. Parce qu'il est une époque plus évolue, donc il fait la comparaison, et la nourriture fait découvrir une mentalité différente, un passage historique. Et donc pour moi, la nourriture c'est ça. Et je crois que dans un monde globalisé, la table est resté l'unique rapport avec notre racine, non? Le multinational de la nourriture qui vient de pays où on mange très mal, non? Ils ne sont pas réussi à détruire le patrimoine et la biodiversité de la nourriture du pays, particulièrement des pays de la Méditerranée, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de la Grèce. Et donc, pour moi, la nourriture, c'est ça. Et aussi, le vin et la bonne table, c'est un lubrifiant, je ne mémorise pas, lubrifiant de cerveau. Parce que là, quand on boit un peu, il mange, non, il est plus soulevé, non? Dès qu'il va chez Alceste, il retrouve les freins inhibitoires sont moins, et la réalité c'est différent, non? Et c'est comme il y a la bruyère et arrive le soleil, non? Et c'est donc c'est une bonne activité. Et c'est vrai qu'on dit, j'étudie philosophie et je sais que les philosophes grecs, non, ils discutent dans la table, ils mangent. Aussi les Romains, ils mangent. Et je dis qu'il utilise aussi des autres choses, des fumes, des herbes, non, qui sont un autre ingrédient de la conversation. Avant qu'on donne la parole au public pour des questions ou des remarques, moi j'aurais peut-être une dernière question. L'Être du Monde, le festival L'Être du Monde, c'est une formidable occasion de mettre en avant le travail des traducteurs. On l'a vu à Casneuil, l'intervention du traducteur et interprète pour Torah, qui est aussi publié par Agulot. Donc les enquêtes du commissaire Sonnery, tu vas nous dire en combien de langues elles sont traduites? Alors c'est français, anglais, espagnol, allemand, polonais, des Pays-Bas. J'avais noté 8, mais il y a peut-être plus. Et Roumanie, et un livre en Turquie. Donc en France, pour le français, c'est Florence Rigolet qui a traduit, pas tous, mais la plupart des romans. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton lien avec elle, comme tu es francophone? Est-ce qu'elle te sollicite parfois pour avoir des précisions, te demander ton avis? Comment se passe votre relation? Est-ce que vous échangez sur la traduction française? Oui, d'abord je dis que le traducteur c'est un auteur, non? Parce que il faut prendre une langue qui n'est pas la langue maternelle et transformer le texte dans la langue maternelle. Et parfois n'est pas facile, parce que les deux langues, l'italien et le français, ont la même racine, parce que ce sont deux langues néolatines, mais il y a des différences, et Florence
beaucoup de fois, elle me demande moi, mais c'est-à-dire, tu as dit, qu'est-ce que veut dire? Et je dois expliquer le sens. Parfois, pour les plats, pour les recettes, on a des notes de bas de page, notes de bas de page qui nous expliquent les ingrédients. Pas seulement, parce que dans le fleuve de Brome, à la maison de commandant, il y a des péniches, des embarcations qui ont des noms, et elle doit comprendre, non, comment ils sont faits pour trouver un autre équivalent français, s'il y a un équivalent français. Mon traducteur anglais, Joe Farrell, il est venu en Italie pour voir le pot, parce que tu n'imagines pas. C'est différent, les Tamigi, non? Il est de l'Écosse. Il ne veut pas que je dise lui tout en anglais. Je suis. Et donc, avec Florence, nous avons des échanges de mails, beaucoup de mails, et parfois nous connectons, nous se voyons avec Skype et nous parlons directement dans l'écran. Mais c'est très intéressant le travail avec un traducteur, et j'ai deux traducteurs, Florence et Joe Farrell. Les autres, je ne connais pas. Ma traductrice allemande, il m'a écrit une fois, mais après elle a traduit. Et je ne suis pas le traducteur de la Roumanie ou de la polonais, parce que après, peut-être aussi qu'il travaille à partir des traductions anglaises et que la traduction est indirecte. Ouais, je sais. Oui, mais devient c'est compliqué, parce que un passage dans notre langue peut-être qui modifie. Ça se fait pas. C'est pas une langue intermédiaire. C'est vraiment des langues très très rares. Peut-être aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui prend des traducteurs et il fait faire la traduction à l'intelligence artificielle, après il regarde si... Une dernière toute petite question avant de vous transmettre le micro. Est-ce que, en exclusivité, je ne sais pas si c'est... Quel est le titre de la prochaine aventure du commissaire Sonnery en français en 2025, la dixième aventure? Comment est-ce qu'elle s'appelle? Il faut expliquer, parce que en Italie, le titre de le roman, c'est le commissaire Sonnery et la loi du Coran. Alors, justement, Nadège dit le Coran en France, c'est comme c'est explosif, non? La idée explosive. Et je ne veux pas devenir le Salman Ras et que aussi Nadège n'a pas de problème. Alors nous avons cherché un autre titre qui ne parle pas de le Coran, l'autre loi. Mais qui couvre aussi très bien ce qui se passe dans ce livre, parce qu'effectivement, on va parler d'extrémisme musulman, etc. Effectivement, on rentre dans ces communautés extrémistes religieuses, etc., mais ce n'est pas forcément le propos du livre. Et c'est vrai que, par exemple, la couverture italienne, vous aviez un musulman en train de prier, ça, plus la loi du Coran. On s'est dit, bon, on va peut-être essayer autre chose. Et après, effectivement, on a changé le titre, mais c'est Valérie qui nous a suggéré le titre. Oui. Dans le livre, je parle tranquillement. Je parle surtout de deux problèmes qui sont fondamentaux et que la politique n'affronte jamais. Et il fait des exhortations, oui, l'intégration, d'accord, c'est tout bon. Mais il y a des problèmes avec une partie du monde musulman. Ils sont la vision de la femme, qui est problématique pour moi et pour moi, pour l'Occident. L'année dernière, à ta place, à Pujol, pour l'être du monde, il y avait une autrice iranienne, Nassim Marashi.
Et pour nous, la femme doit avoir le même droit. Et je pense qu'une société où la moitié de ciel, comme on dit, n'a pas le même droit, n'est pas une société libre. Non? Et aujourd'hui, je pense qu'il y a encore des parcours, parce que par exemple la parité de salaire n'est pas encore le phénomène de le féminicide, de femmes tuées, d'accord. Et l'autre chose, c'est la loi. Alors, les musulmans intégralistes, ils suivent la loi de l'imam ou la loi de le maire. Pour moi, c'est la loi de le maire. Pour lui, c'est la loi de l'imam. Et les deux choses ne sont pas la même chose. Alors, il faut, par ma opinion, qu'il faut de clarté sur clarté. Parce que... Clarifier. Parce que n'est pas c'est une question délicate la politique ne veut pas affronter parce que c'est difficile d'affronter, parce que c'est il faut faire comment dire, il faut faire des concessions, mais pour nous, sont deux valeurs qui ne sont pas négociables, non, ne sont pas. Mais ça veut dire se mettre en conflit quand on part de le monde de l'islamisme. Et donc c'est difficile. Et la politique, comme vous savez, il cherche d'éviter les problèmes, non? Alors, messieurs, dames, à vous la parole. Je vais peut-être faire circuler le micro, alors si vous pouvez parler suffisamment fort. Ouais. Je me permets cette question, parce que justement ça tombe bien, c'est dans la conclusion de votre livre, vous mettez sortir du Milord et s'éteindre dans le brouillard. Le commissaire essaya de se persuader que la réalité disparaîtrait dans le corps d'Angela. Ainsi, il pourrait croire à la beauté du monde. Est-ce que vous pensez que ce réel, c'est un faux réel, et que cette beauté, elle est vraie, que c'est un monde parallèle, où cette beauté pourrait s'infiltrer dans le nôtre et peut-être changer un peu cette réalité absurde et noire, comme dans votre roman? Je vais répéter. De la réalité. Oui. Je vais répéter parce que madame n'a pas compris. C'est bon. Non. C'est bon. Alors, j'ai compris. Oui, je pense que la réalité, c'est, comment dire, il vient après la réalité qui a inventé, l'imagine qui le pouvoir a construit. C'est-à-dire, dans le dernier livre qui parle de Berlusconi et de l'époque de Berlusconi, je prends comme protagoniste un publicitaire. Non, et Berlusconi a inventé une réalité qui n'existe pas, c'est la réalité de la publicité. Et il s'est transformé dans une réalité imaginaire, aussi dans la politique. Par exemple, dans 2011, un parlementaire de Berlusconi a proposé à le Parlement italien d'approuver une motion où une jeune fille tunisienne qui s'est couchée avec Berlusconi à 17 ans, donc c'est le Rubygate. Oui. Il a proposé que la mademoiselle a été la nièce de Moubarak, non? Parce que il a dit il faut couvrir toute cette histoire parce qu'il est un incident diplomatique avec un autre pays. Il n'est pas vrai.
Non, c'est une création de l'imaginaire de Berlusconi et donc la réalité imaginaire devient plus importante de la réalité. Et donc c'est le monde de la publicité. Non, nous tous les jours nous voyons dans la publicité tout le monde il rit. Tout le monde c'est de bonnes personnes, il y a de belles maisons, de belles voitures, mais n'est pas la réalité. Mais nous avons nous avons ce monde-ci, comme le premier monde, où nous, comme en Truman Show, non, comme le film Truman Show. Alors, je ne sais pas où est le micro, et s'il y a d'autres remarques. Est-ce que vous pensez que la beauté, le monde de la beauté dont vous parlez, est-ce que cette beauté va vaincre ce monde irréel? Est-ce que la beauté est-ce que le monde va vaincre la réalité? Est-ce que ce monde de la beauté est parallèle ou est-ce qu'il s'infiltre dans le nôtre jusqu'à le changer, le transformer? Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Oui, est-ce que vous êtes dans le roman noir absolu ou est-ce que vous êtes dans un futur ensoleillé? Non, oui. Dostoïevski disait que la beauté sauvera le monde. Non? Oui. Et j'espère qu'il a raison. Merci. Alors. Gilbert. Ouais, pour le fond de la scène. Ouais. Bonjour, bonsoir. Moi, je voulais savoir si vous avez une thèse sur la démocratie, parce que j'ai lu à plusieurs pages, donc vous dites page 246, c'est une enquête sur le pouvoir à Parme qui reflète en plus petit le pouvoir en général, donc on sent que c'est un peu ça le sujet du livre quand même, et ensuite vous semblez remettre en cause un peu généralement l'individualisme. Nous vivons à une époque de l'individualisme tout puissant, etc. Il semble que nous sommes en démocratie, mais ça fait partie de l'image, de l'illusion, c'est à remplir les esprits de l'opinion publique. Ensuite, vous continuez, alors je ne sais pas si c'est vous qui parlez ou si c'est vous montrez différentes options. Vous parlez des politiques, c'est pas plus mal qu'ils dégagent tous. Les politiques sont tous pareils, tous des escrocs et des voleurs. On a besoin de nouvelles têtes issues de la société. Ensuite, de quelle manière pourrait-on en sortir, page 383 grâce à une dictature de la minorité honnête, répondit Bergossi en contemplant son petit sourire. Mais l'événement est rare et bien souvent tragique. Je ne sais pas s'il faut l'espérer, dans tous les cas, le prix serait élevé. J'aimerais vous entendre sur tout ça. Alors, je crois dans la démocratie, mais j'ai vu que je veux. Oui, je veux. Non, j'ai vu que effectivement, nous citoyens, pouvons changer seulement un peu de la parce que il y a des pouvoirs très puissants, très forts, qui fait qui change et qui conditionne beaucoup l'opinion de le citoyen. Et le sens critique, il est toujours plus bas. Donc, il y a des pouvoirs et des forces de persuasion qui fait que les citoyens ne sont pas, conscients de choisir quand on va voter ou quand quelqu'un exprime une opinion. Je veux dire ça. La Brexit, il a été produit par une action de perturbation de l'opinion publique. C'est-à-dire que tous nous, quand faisons de recherches sur Internet, nous sommes profilés. Nous sommes des ouvriers gratuits de Zuckerberg, non, par exemple. Si on va chercher quelque chose à acheter,
après, il arrive de la publicité de la même chose. Alors, ça veut dire que nous sommes contrôlés et profilés, aussi dans notre opinion sur le monde politique, etc. Bien, toutes ces informations sont vendues et en occasion de la Brexit, un journaliste de l'Observer a découvert que dans les Galles qui a voté pour les 60% pour la Brexit, beaucoup de personnes ont été perturbées par des informations, des mails, des autres informations qui sont arrivées dans les canaux plus peut-être X, peut-être tous les canaux d'aujourd'hui, où l'information dit peut-être il arrive 160 000 émigrés dans les Galles. Notre information disait l'Union européenne ne donne pas d'argent à les Galles. Toutes des choses qui n'est pas vraies, mais qui est envoyé à les personnes qui ont une opinion un peu xénophobe, ou ils sont en colère contre l'Union européenne, ont perturbé et ont fait voter pour la Brexit. Et la Brexit a gagné pour 2 points pourcentage. Et donc, je pense qu'un fait historique, comme la sortie de l'Angleterre dans l'Union européenne, a été produit par des forces qui ne sont pas démocratiques, qui ne veulent pas que l'Europe devienne en Europe unie parce que serait la plus grande puissance mondiale, non, économique et politique, si tous les pays réussissent à trouver un accord. Mais je pense que les Chinois, je pense que l'Amérique et la Russie ne veulent pas, non? Et donc, ils ont perturbé l'opinion de beaucoup de citoyens et ont produit la sortie de l'Angleterre dans l'Union européenne. C'est un exemple, mais il y en a beaucoup. Aujourd'hui, vous pensez par exemple que Elon Musk, non, avec X, n'a fait rien pour changer l'opinion des Américains et que dans le futur ne fera rien pour modifier l'opinion publique. Et donc la démocratie aujourd'hui doit être défendue, mais c'est difficile parce qu'il y a des forces qui arrivent dans les grandes puissances économiques qui sont capables de changer l'opinion de personnes. Alors, d'autres interventions? Et Gilbert aussi. Bonjour monsieur. Comment expliquez-vous que dans un pays assez peu favorable aux femmes, vous ayez réussi à avoir une représentante féminine à la tête du pays? Comment expliquez-vous ça? Alors qu'en Amérique, on n'a pas réussi, on est peut-être un petit peu plus en avance. Ah oui, vous dites, si j'ai bien compris la question, vous dites, il y a une partie traditionnaliste qui a exprimé en femme donc une nouveauté dans le monde politique, c'est ça? C'est le fait que les Italiens et Giorgia Meloni comme chef du gouvernement, que ce soit une femme, qu'en Italie ça ne pose pas de problème? Non. Je pense qu'il n'y a pas de problème d'avoir un Premier ministre femme. Nous avons déjà eu la présidente de la Camera en femme. Nous avons eu des femmes qui ont des positions de responsabilité. Donc, le problème n'est pas d'être une femme au moins. Je pense que dans les États-Unis, Kamala Harris
qui est une femme, les Américains ont eu du mal de voter en femme parce qu'il y a une Amérique traditionnaliste où la femme doit rester à la maison et donc je pense que là il y a eu des problèmes. Non, en Italie je pense qu'il y a beaucoup de problèmes en Italie, mais pas les problèmes. Alors on a une question en premier rang. Ouais, j'ai donné un mot. Merci. En fait, j'en ai deux ou trois, mais rapidement. Est-ce que vous êtes satisfait de la traduction française de vos livres? Alors, je ne connais pas si bien le français pour jouer la traduction, mais je connais des Français très cultivés qui m'ont dit qu'il est traduit très bien. Donc, deuxième chose, je reviens à Simenon. Bon, vous dites que son personnage, policier, maigret, tout ça, est vraiment à hauteur d'homme, très humain, c'est pas scientifique, etc. Bon, ça c'est vrai, ça c'est des choses, mais sur le plan de l'écriture, est-ce que vous pouvez nous préciser si la façon d'écrire de Simenon vous a influencé ou qu'est-ce qui vous plaît dans son écriture même, hein, en dehors des sujets ou des histoires? J'admire la capacité qu'a Simenon de raconter avec 3 lignes en ambiance et en caractère. Il n'utilise pas dans la traduction italienne, je ne sais pas en français, mais il n'utilise pas des mots particuliers, compliqués, très simple. Mais il y a une formule magique, je ne sais pas, et c'est la capacité, le sens de la phrase, non? Et après, excusez-moi, il y a une capacité énorme, il est comme un mineur dans l'âme humaine. Il a, qu'est-ce que je dis avant, c'est-à-dire le roman noir doit expliquer la raison de qui tuer un autre, non? Et si on lit Lettre à mon juge de Simenon, il a la chambre azur bleue, la chambre bleue, et on trouve la raison, mais il est vraiment comme un mineur qui tire à foirer, extrait dans la tête de la psyché humaine, oui. D'accord. Troisième petite chose, j'imagine que vous connaissez le travail de Scurati sur la fresque qu'il est en train de terminer sur Mussolini. Qu'est-ce que vous pensez de ce travail, de ce type d'écriture qui se qualifie roman documentaire, qui est à la fois très documenté sur le plan historique et sur la forme très littéraire? Oui, alors, c'est le genre non-fiction, non, comme on vous a dit. Je suis surprise parce qu'ils sont sortis beaucoup de romans, non, des livres, des essais sur Mussolini, beaucoup, et Scurati il a réussi à avoir un grand succès, une grande diffusion. Et je pense que c'est par la raison que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il a écrit un portrait, une biographie de Mussolini et de sa... C'est un portrait un peu de l'intérieur aussi. Hein. Dans l'intérieur et avec une écriture qui n'est pas ce qu'elle de le sait, mais aussi une écriture littéraire. Donc il a, à partir de Christian Jacques,
Sur l'Égypte. Non, qui a écrit sur les pharaons, sur l'Alexandre. Et en Italie, da Valerio Massimo Manfredi, il y a un mouvement littéraire qui parle de l'histoire, des personnages de l'histoire, mais à la façon littéraire. Et récemment, en Italie, est sorti un roman énorme sur Carlo-Magno, comme dit Charlemagne. Non? Et il parle de la vie de Charlemagne. Il parle de sa quotidianité, de comme dans le château, comme ses rapports avec le dignitaire, etc. Il a eu beaucoup de succès. Donc c'est un genre de littérature qui fonctionne évidemment. Scurati, il a fait aussi beaucoup de succès parce qu'il a été censuré. Non? Il a, dans le 25 avril... c'est récent, la censure, c'est pas au départ. Oui, mais il doit faire un discours dans une transmission de la RAI, la TV de la télé de l'État, et le texte a été censuré, donc il a dit, la RAI a dit non, n'est pas bon, on ne peut pas faire le... Et donc en Italie, il y a eu un grand prétexte, et donc la popularité de Scurati a augmenté, non? Mais le succès, c'est précédent, donc c'est-à-dire que c'est la forme littéraire qui a déterminé. C'est pas tout à fait non plus le style classique roman historique, hein, ce qu'on appelle comme ça en français. Je trouve que c'est autre chose. Oui, n'est pas plus le traditionnel roman historique, c'est une autre chose, c'est vrai. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il faut qu'on garde du temps pour la dédicace, parce qu'à chaque fois, Lettres du Monde, c'est retour sur Bordeaux pour l'équipe. Non, pas vraiment. Alors, dans ce cas-là, moi je voudrais... te féliciter, Valerio, pour ton français. Ah oui. En français, comme ci, comme ça. Je vous remercie pour l'attention, pour votre participation nombreuse, et je suis vraiment ému. Et il y a un moyen pour que à la fois Valerio, Nadège, l'ivresse et moi en soient contents, c'est que vous vidiez la table de la librairie. Donc ce qu'on va faire pour l'organisation, c'est que Valerio va dédicacer ici. Vous faites vos emplettes auprès de Laure, et puis on va faire la dédicace là, après avoir rangé quelques chaises. Merci aussi à vous toutes et tous d'être venus si nombreuses et nombreux. Merci. Merci. Ça va? Ça va, trop bien. Oui, très bien. Alors, pour l'éteindre, c'est bon. Je peux utiliser ta stylo pour signer.